chez moi que chez vous. Alors, cette réunion, j'ai compris. Hop, j'appuie sur le truc. Donc, il est un peu plus tard ici. Donc, je suis à la réunion, en fait. J'ai oublié de vous le dire au début. Donc, il est un peu plus tard et voilà. Si jamais vous voyez que je commence à fatiguer, je m'en excuse d'avance. Je vais essayer d'être le plus optimal possible. Pour répondre à la première question que j'ai vue écrite, je crois que c'était Lina. par Lina, voilà, c'est ça. Parce que j'ai pas tout le monde sur mon écran. Euh, pour être tout à fait transparente, je ne peux pas dire que je fais de la communication non violente, tout simplement parce c'est une appellation qui est protégée et qu'il y a des paliers et plein de stages à faire. Donc j'en ai fait qu'un et j'ai pas tout validé pour pouvoir parler de communication non violente. Par contre, la communication bienveillante, c'est quelque chose qui est venu au fil de l'eau, avec des formations diverses et variées, que ce soit même philosophiques, psychologiques, et beaucoup d'expériences de terrain. C'est-à-dire que je l'ai d'abord utilisé dans mon métier d'éducatrice, et après, pour pouvoir travailler avec les jeunes, et quand j'ai fait ma formation de sophrologue, je me suis rendu compte que ce que je faisais en sophrologie, c'est-à-dire la compréhension et la connaissance de mes propres émotions, la compréhension et la connaissance de l'image que j'avais de moi-même, la compréhension et la connaissance de la confiance en moi, fait que je me suis rendu compte que toutes les techniques que j'approchais en sophrologie me servaient dans la communication bienveillante, que ce soit dans mon métier d'éducatrice, dans mon couple, ou dans la façon que j'avais de pouvoir accueillir les personnes au cabinet de sophrologie. Euh, la communication bienveillante, elle a un peu la même approche. C'est-à-dire que dans un couple, puisque là nous parlons de couple ce soir, dans un couple, quand on est observateur extérieur et qu'on peut observer un conflit, parce que ça arrive aussi des fois, on observe les conflits dans les couples alors qu'on n'est pas nous-mêmes dans le couple, on observe un manque d'écoute, par exemple. On observe un manque de communication, on observe un manque de compréhension, parfois de ses propres émotions, parfois de l'émotion que l'autre va nous amener. Et on se rend compte que, par moment, un conflit peut naître d'un manque, d'un manque de compréhension, on va dire ce mot-là, d'un manque de compréhension de l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que ce que l'autre va nous donner, on ne le comprend pas. Parce qu'on part peut-être du postulat que ce qu'on donne, c'est juste. Et ce que l'autre nous rend, en fait, c'est pas juste parce que c'est. Et la question, c'est pourquoi ce serait pas juste? De quel point de vue à quel point de vue on se fixe? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde simplement le conflit tel que. Alors, je vais prendre un exemple tout basique parce que c'est vrai que c'est plus facile avec des exemples. Et c'est le premier exemple que j'ai donné à Aubin quand on a discuté ensemble. C'est l'exemple du lit qui est fait. Entre la personne qui veut absolument que le lit soit fait le matin quand on se lève et l'autre dans le couple qui n'en a absolument rien à faire que le lit soit fait le matin quand on se lève. Je pense qu'il y a Antoine et Lisa qui savent de quoi tu parles. Voilà. Et souvent, moi, quand j'approchais cette histoire de lit, il y a quelques années de ça, je ne comprenais absolument pas pourquoi mon conjoint ne faisait pas son lit. Je disais, mais c'est pas possible. Enfin, quand tu te lèves, tu fais ton lit. Enfin, et puis, comme on fait son lit, on se couche. Enfin, il y a plein d'expressions. Et puis c'est propre. Et puis, c'est bien fait. Et puis, du coup, le soir, c'est agréable. Et je ne comprenais pas qu'en face de moi, ça n'était pas entendable. J'ai pas envie de faire le lit. Enfin, je vois pas le souci. Enfin, moi, le drap, qu'il soit mis bien ou pas bien mis, quand je me couche le soir, bah, mon drap, il est toujours là, en fait. Jusqu'au jour où je me suis posée et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que ça partait des fois en grand conflit pour une histoire de drap, quand même, parce que je ne comprenais pas que le point de vue de mon conjoint lui appartenait et que du coup, je ne le respectais pas dans son point de vue. C'est-à-dire que je me mettais à juger son point de vue à lui comme étant de base pas bon.
Et en soi, qui veut que le lit soit fait? C'était moi, c'était pas lui. Donc, on a commencé à se dire, OK, pourquoi j'ai envie que ce lit soit fait? Parce que c'est vrai que j'aime bien que ma maison soit propre. J'aime bien que quand je me couche le soir, cette sensation de retirer le drap, de me mettre dedans, de savoir que c'est propre, que ça a été aéré le matin, et voilà. Pourquoi lui, il ne veut pas que le lit soit fait? Et il m'a donné son point de vue. Et je n'ai plus à juger son point de vue comme étant quelque chose de faux. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aborder ça dans mon couple comme étant quelque chose de... Je le reconnais dans ce qu'il pense. Tout autant qu'il va me reconnaître à ce moment-là dans ce que je pense moi. C'est-à-dire que je ne suis plus à ses yeux la femme un peu caractérielle qui veut que tout soit carré, machin et tout. Non, il comprend que c'est une question de sensation physique. J'aime bien cette sensation du drap sur mon corps quand je viens, que je le lève, qu'il est frais. Et donc, on s'est entendu de nos points de vue. Ce qui fait qu'il ne fait toujours pas le lit, mais que ça ne m'énerve plus, que ça n'est plus source de conflit. Parce que j'ai compris que la demande, c'était la mienne. Ça n'était pas la sienne. Donc, si je veux que le lit soit fait, je le fais. Et on résout des conflits minimes juste en partant du principe que l'autre est égal à nous dans son point de vue. On n'a pas, peut-être, ou en tout cas dans certains points de vue, puisque là on ne va pas aller par exemple dans les violences dans les couples, ça c'est encore autre chose, mais rien que dans les conflits de base, se dire, ok, quand j'écoute mon partenaire, je l'écoute en prenant en considération son point de vue, et pas en partant du principe qu'il a tort, et que j'ai raison. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ça, sur ce Euh, premier principe de base. oui, moi j'ai une question. Euh, Tout à l'heure, tu as dit que c'est toi qui voulais, quand tu rentrais, tu voulais que le lit soit fait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce lit fait, en fait? Est-ce que c'était quoi comme sensation qui te tenait à cœur, au point où justement tu voulais que ce soit fait? Est-ce que c'était juste de la beauté ou ça te renvoyait une autre image, je sais pas, la sécurité, je sais pas. Parce qu'en fait, Alors, on touche aux valeurs. Quand tu parles de ça, tu touches aux valeurs, en fait. voilà, voilà. Je n'ai Ouais, pas, ouais. j'ai pas compris. C'est la partie que je... Quand tu as dit que vous avez vu vos points de vue, je pensais que vous étiez allé jusqu'à la profondeur de à quoi est-ce que ça correspondait pour chacun de vous. Alors, sur d'autres sujets, tu peux y aller. Bon, sur un livre, on n'a pas été jusqu'à là quand même, mais sur d'autres sujets, tu peux y aller. En effet, là, tu touches aux valeurs. Mais après, ça dépend de la communication que tu peux avoir avec ton conjoint et le point que tu as déjà fait sur tes valeurs avant, sur d'autres conflits que tu peux avoir, ou même sans qu'il y ait des conflits, sur des conversations que tu peux avoir avec ton partenaire ou ta partenaire. En fait, dans un couple, on est ensemble pour des valeurs communes, parce qu'il y a des valeurs communes dans un couple, mais ça n'empêche pas que chaque identité a ses propres valeurs aussi, qui ne sont pas forcément les valeurs communes du couple. Moi, ma valeur qui était mise à mal, c'est que, comme tu parlais de sécurité ou des choses comme ça, c'est que moi, j'ai une valeur, alors je suis très maniaque, hein, mais j'ai besoin, comme tu dis, de sécurité par le fait que ma maison soit rangée. C'est-à-dire qu'une maison bien rangée est des signes de moi-même aussi. C'est-à-dire que il y a une certaine fierté de me dire que mère de 3 enfants, enfin famille nombreuse, d'avoir toujours une maison impeccable, il y a aussi de la fierté de pouvoir proposer ça aux gens. Et de savoir que des gens pouvaient venir chez moi, passer devant la chambre et de voir le lit complètement défait, ça me détruit en fait. Ça peut me détruire de l'intérieur et me dire, mais en fait, mon mari ne me respecte pas dans le fait que j'aime bien avoir une maison bien rangée. Donc, il y a la valeur sécurité et en effet, il y a la valeur, le respect de l'invité qui va venir chez moi. Mais ça veut pas dire que mon mari, c'est pas parce que le lit n'est pas fait qu'il va pas respecter l'invité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, je le prenais comme ça au début. C'est-à-dire que pour moi, si mon mari ne voulait pas que le lit soit fait, qu'il en avait rien à fiche, qu'il y avait des gens qui passaient devant nous, pour moi, il y avait un manque de respect. Mais c'était pour moi, sans avoir écouté ce que lui avait à me dire là-dessus. Lui, en fait, c'est juste qu'il n'a jamais appris à faire son lit, qu'on lui a toujours fait son lit à sa place et que c'est pas quelque chose qui va le déranger. Par contre, si son jardin est mal fait, lui, il va prendre ça pour un manque de respect par rapport aux gens qui l'accueillent. Moi, si le jardin n'est pas tondu, ça ne me dérange pas. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a plein de petites choses comme ça, plein de petites valeurs et que si on ne communique pas, eh ben, on ne peut pas les comprendre parce qu'on part du principe que j'ai raison, il a tort.
Est-ce qu'on peut parler de lâcher prise sur ce genre de malentendu? Surpris. De la surprise, c'est ça que tu m'as dit? J'ai Non, pas de entendu bien. lâcher prise. Alors oui, mais c'est une prise de recul de toute façon, et puis des prises de conscience. Mais pour ça, il faut pouvoir lâcher prise. Mais pour lâcher prise, je pense qu'il faut se connaître assez soi-même déjà. D'où l'importance de la sophrologie. On parlera tout à l'heure de l'importance d'allier sophrologie, en tout cas pour moi, et communication bienveillante. C'est que la sophrologie, ça aide à se connaître parfaitement. Ça aide à comprendre quelles sont nos valeurs, ça aide à comprendre comment on fonctionne, ça aide à comprendre aussi même notre corps, comment notre corps réagit de façon des fois épidermique à certaines situations. Et plus on va comprendre ça, plus on va pouvoir travailler en amont avant que ça n'arrive. C'est-à-dire que moi, je sais que quand j'ai le poil qui se lève et que j'ai le cœur qui commence à battre très fort et le thorax qui se serre, c'est que je vais partir soit dans de la colère, soit dans de la tristesse. Je sais que mon corps commence déjà à me parler. C'est pour ça que la sophrologie est très intéressante. Avant même que un conflit puisse se réveiller, quand ton corps commence à réagir et que tu es à l'écoute de ton corps et à l'écoute de comment il fonctionne, tu vas pouvoir déjà, avant même que ça ne dégénère, désamorcer le conflit. Parce que tu sais que ce qui est en train de se passer, c'est pas OK pour toi. Donc, tu vas commencer à te dire, attends, je commence à observer ce qui se passe. Pourquoi mon corps réagit comme ça? Et là, on va être dans la communication bienveillante ou même de la CNV pour ceux qui connaissent la CNV, comment ça fonctionne. Mais en premier lieu, on va pouvoir observer pourquoi ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment mon corps réagit? Qu'est-ce qui me dérange dans la situation? Quels sont les faits? Et peut-être aussi même, et ça c'est à force de pratiquer, observer comment la personne qui est en face de toi, ton conjoint ou ta conjointe, est en train de réagir à cette même situation. Est-ce que c'est quelque chose qui ne le dérange pas? Et finalement, le conflit, il n'est qu'avec toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui le dérange aussi? Et pourquoi ça le dérangerait? Voilà, tu observes les faits, tu évalues, et sans jugement. Le premier but de la communication bienveillante, c'est vraiment de ne pas être dans le jugement, ni par rapport à soi et ses émotions qu'on ressent, ni par rapport à l'autre. Sans a priori. Juste une simple observation. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes peut-être, mais ça peut prendre pas beaucoup de temps. Parce que souvent, le corps parle beaucoup. Il n'y a pas forcément besoin de mots déjà. Le corps qui est agité, hein, les sourcils froncés, des fois où le pied qui tape par terre, vous savez, des fois, le corps parle déjà de lui-même. Donc, rien que prendre le temps d'observer, de se taire, d'observer qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi beaucoup en sophro. Quand on part en séance de sophro et qu'on est dans des visualisations, on prend le temps d'observer tous les phénomènes qui se passent à l'intérieur de notre corps et dans notre mental. La sophro, ça nous permet vraiment de prendre le temps d'observer. C'est pas quelque chose d'aisé au début. Moi, les premières séances de sophro que je faisais, j'avais tendance à voir les yeux. Qu'est-ce qu'on me propose? Est-ce que les autres ont les yeux ouverts? Est-ce que les autres ont les yeux fermés? Enfin, j'étais pas du tout concentrée. Et à force de pratiquer, on prend le temps d'observer. Ce qui fait que quand on transcrit ça, j'ai du mal à parler, quand on transcrit ça sur une réalité, donc la réalité de couple, c'est la première réalité qu'on observe quand on est en couple et qu'on rentre de séance de sophro, on se dit, OK, je vais prendre le temps d'observer maintenant, là, tout de suite, avec mon exercice. Je me tais, j'observe. Sans jugement, sans a priori. Juste, je regarde ce qui se passe. Ok. Physiquement et dans les mots. Ça, c'est bien ça. En gros, Dites-moi si je parle trop, parce que moi, quand on me lance dans quelque chose, après, c'est pas grave. je tire le fil. Ça, c'est mon rôle, t'inquiète. Je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions. Ouais, moi, Oui, j'ai moi vu. j'ai écrit. Ah, vas-y, Lina. Ah, t'as vu, je peux parler, enfin. Oui, alors du coup, par rapport à la communication bienveillante, moi je me demandais s'il n'y avait pas des limites. Parce que si la personne en face de nous, donc notre partenaire, n'est pas du tout réceptive à ça et n'arrive pas à passer au-delà d'une remarque, même si elle est formulée avec respect et sans jugement, comment on peut avancer dans ce cas de figure? Alors, je vais te répondre avec l'expérience personnelle. J'ai le même à la maison. C'est-à-dire que j'en ai un qui ne s'intéresse, mais alors pas du tout à la sophrologie. Il veut pas du tout de séance ou quoi que ce soit.
qui est très bourru, qui est très nounours, voilà. Et puis les émotions, on les écoute surtout pas. Alors, ce que j'ai pu développer avec lui, c'est le contre-pied. Mhm. Le contre-pied, c'est-à-dire que je vais être extrêmement bienveillante, je vais être extrêmement posée et je vais être extrêmement à l'écoute, voire même avec un peu d'humour de temps en temps. Un exemple, je vais prendre quand mes enfants étaient bébés et que mon mari arrivait très en colère avec l'enfant qui pleure parce que parfois les hommes n'aiment pas entendre leur bébé pleurer. Alors, est-ce que c'est le fait que l'instinct maternel fait qu'on a plus, on accepte plus les pleurs de l'enfant ou pas? Enfin, ça, on pourra développer aussi après. Mais voilà, il supportait pas ça. Et il venait me voir, très en colère, en disant, mais t'entends pas que le petit a faim? T'as pas fait son biberon. Ok. Donc, bah, il a faim. Et puis ça peut pas. Enfin, moi, je vous dis juste les petites phrases, mais ça pouvait des fois être très, très dur à entendre. Je dis, ok, il a faim. Et je reprenais ces mots. Et t'as pas fait ton biberon. T'as pas fait son biberon. Non, je n'ai pas fait son biberon. Et toi, est-ce que tu as fait son biberon? Mais non, mais c'est toi la mère. Mhm. Ok. Et c'est toi le père. Mais vraiment, vraiment très posé, avec une voix beaucoup plus basse, très. Oui, bah, c'est vrai que je suis le père. Ok, donc on fait quoi? Est-ce que je fais le biberon? Est-ce que tu fais le biberon? Après, c'est tout le mécanisme de la communication aussi. Et on essaie de trouver une solution. Bah, t'as qu'à le faire. Je peux le faire. Est-ce que je suis occupée? Oui, bah, ok. Et ça partait très loin. Et il finissait par faire le biberon et donner le biberon. Je dis pas que il n'y avait pas un peu de boudin derrière, hein, parce Mhm. qu'il faut mettre aussi son ego de côté, de se dire mince, j'ai cédé en tant qu'homme. Mm. Il y a ça aussi de temps en temps, excusez-moi messieurs, mais il y a ça aussi de temps en temps, j'ai cédé en tant qu'homme. Euh, Comme une mère peut aussi culpabiliser en disant mince, j'ai j'ai cédé en tant que mère, je me suis encore trop accrochée à mon enfant, trop voilà. Mais le contre-pied fonctionne, en tout cas peut fonctionner dans les couples où l'homme n'est pas du tout à l'écoute des émotions, de la bienveillance, voilà. Après, ça c'est des exemples que je donne. Il faut pouvoir observer comment votre conjoint ou votre conjointe fonctionne. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de tout ce qui est humour, par exemple? Il y a des gens qui vont beaucoup plus être à l'écoute quand on va prendre ça sur la rigolade. Mhm. Est-ce qu'ils est beaucoup plus à l'écoute de ce qui est du type des émotions ou pas? Est-ce qu'il va être beaucoup plus à l'écoute de quelque chose de très sérieux, très paternaliste, de très voilà? Est-ce qu'il va être à l'écoute, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple, de quelque chose qui est plus du patriarcat? C'est l'homme qui dirige. Quels stéréotypes en fait lui-même il a dans son histoire? Mais Mhm. sans juger. Ça ne veut pas dire qu'il a tort. Parce qu'on se forge aussi avec notre histoire. Si vous avez eu des parents qui vous ont montré que c'est l'homme qui dirige la maison et que la femme, elle doit faire la maison. Je donne ça, hein, c'est un grand stéréotype que je donne, hein, mais que c'est l'homme qui dirige la maison, c'est lui qui ramène le salaire, que c'est la femme qui doit s'occuper du ménage, que c'est la femme qui doit s'occuper des enfants et tout ça, et que vous, c'est pas du tout OK pour vous, ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça veut dire que sa norme à lui, c'est celle-là. Et ça ne veut pas dire que vous avez tort, parce que ça veut dire que votre norme, vous l'avez construite en fonction de non, moi j'ai envie d'être une femme qui est libérée, j'ai envie d'être une femme qui a son planning, qui ne suis pas tout le temps collée aux enfants, qui peut allier le travail, la famille, le couple, le fait d'être amant, le fait d'être ami, enfin voilà. Ça veut juste dire de pouvoir observer, et c'est vraiment ça le plus important à la base de la communication bienveillante, observer comment l'autre fonctionne pour comprendre et pour savoir quel type de technique va fonctionner avec lui. Et le chemin inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que ce que vous faites comme chemin pour comprendre votre conjoint ou votre conjointe, si à force de le faire, il observe la même chose, il va essayer de le faire à l'inverse. C'est-à-dire qu'il va partir du principe que son choix n'est pas le mauvais et que votre choix n'est pas le mauvais. Mais c'est à force de pratiquer. Et de discussion aussi. De pouvoir parler des choses. C'est pas parce qu'on n'est pas ouvert à la communication bienveillante qu'on est forcément totalement sourd.
Ça a l'air contradictoire ce que je dis, mais je vous dis, j'ai le même à la maison. J'ai beaucoup marché avec la technique du aussi. Ça ne veut pas dire qu'on fait carpette. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot-là. Ça ne veut pas dire qu'on on se tait sur notre propre point de vue à nous, ou qu'on se dit, bon, bah tant pis, je vais faire comme il veut, puis comme ça, je serai tranquille. Surtout pas, parce que là, ça ne va pas arranger les choses du tout, en fait, parce que vous n'avez pas travaillé le fond. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous montrez que ce qu'il vous dit, c'est pas forcément OK pour vous, mais que vous entendez. Et la technique du fonctionne aussi au boulot. Je vous le dis. Quand vous n'êtes pas OK avec ce qui se dit et que la personne en face de vous n'a aucune intention de lâcher prise, de prendre du recul, d'écouter, mais que vous soyez bienveillant, pas bienveillant, il reste sur son point de vue, voilà. OK. C'est pas OK pour moi, mais je t'entends. Et parfois, il suffit juste de rester à ce stade-là. C'est pas OK pour moi, mais j'entends. Ça permet juste de ne pas ajouter au conflit le fait qu'on on ne reconnaît pas la personne dans son point de vue. Parce que quand on ne reconnaît pas quelqu'un dans son point de vue, en fait, on est de toute façon tout de suite en conflit. Ça veut dire que c'est comme si on partait du principe que le point de vue de la personne, c'est excusez-moi du terme, c'est de la MERDE. T'as tort. T'as forcément tort. J'ai forcément raison. Ça passera pas. Donc, si je trouve que ce que tu me dis, c'est pas OK, mais j'entends. Peut-être je respecte, ça peut même aller jusqu'à je le respecte. Mais juste pour moi, c'est pas OK. Et pourquoi pas le dire aussi? J'entends, mais c'est pas OK. Donc peut-être qu'on reviendra à cette conversation plus tard. Ça n'empêche pas, un conflit peut ne pas être réglé sur l'instant, hein, si la personne ne veut pas entendre. Mais au moins, il aura entendu que c'est pas OK pour vous. Est-ce que c'est OK pour vous, tout ce que je dis? C'est Pour le Lina coup. qui a posé la question. Oui, désolée, je reprends un peu mon souffle. Vu que je suis malade, je ne peux pas parler en continu, mais du coup, pour résumer, ce que je retiens, c'est qu'il faut plutôt s'adapter au langage de l'autre. Donc, quand je dis langage, c'est quelqu'un qui a de l'humour, du coup, plutôt formuler ce qu'on a à dire sous forme humoristique et ne pas être dans un rapport de force où la question n'est peut-être pas d'avoir tort ou raison, mais en fait d'être orienté solution et, et comment dire, et peut-être formuler les choses avec un peu de recul et un peu de distance. C'est ça, non? Mmh. Mais après, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le premier point de vue pas le premier point de vue, la base donc de la communication bienveillante, c'est vraiment d'observer, donc que ce soit les faits ou autres, et sans les juger. Et après, c'est de pouvoir exprimer son besoin. Si le besoin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si le besoin, c'est juste de pouvoir partager ce qui n'est pas OK pour nous, ça peut être juste ça. Ça dépend quel besoin après vous avez. C'est juste essayer d'identifier quels sont mes besoins. Si vous avez le temps et si vous êtes assez entraîné de pouvoir demander à la personne ou observer quels sont ses besoins. Alors, à force de pratiquer, il y a juste à observer comment il se comporte et ce qu'il dit pour comprendre à peu près ses besoins. Si jamais vous n'avez pas trop compris quel était son besoin, même de lui demander de quoi tu aurais besoin, toi, là, maintenant, pour que ça aille mieux. De quoi tu as besoin. Que la personne mette des mots sur ce dont elle a besoin. Et une fois que ça c'est mis en place, peut-être de mettre aussi des mots sur ses émotions, parce qu'il y en a qui arrivent à en parler, d'autres non. Et puis c'est OK s'il y en a qui n'arrivent pas à parler de leurs émotions, en fait. Il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui arrivent. Ceux qui arrivent, c'est très bien. Mais peut-être demander, voilà, de quoi tu as besoin, et puis là, tu ressens quoi? Et puis, moi, je ressens ça. Moi, ce qui se passe là, c'est pas OK pour moi, j'aurais besoin de ça. Et puis, parce que j'ai besoin de ça, parce que dans l'instant présent, ce que je ressens, c'est que ça me fait mal, ça me rend triste, ça m'oppresse, ça me fait peur. Enfin, voilà, on peut imaginer tout un panel d'émotions qui sont ressenties. Donc, les exprimer. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on essaie de trouver une solution, de trouver le compromis.
Ça ne veut pas dire s'oublier dans son besoin, et ni que l'autre s'oublie dans son besoin. Ça veut dire que dans un couple, c'est pas 1 plus 1 égale 2, en fait. C'est 1 plus 1 égale 1 pour moi. Ça veut pas dire que l'autre va s'oublier ou Je vois, que l'un des deux va s'oublier. Sophie qui fait la grimace. Ouais. Alors, quand je dis 1 plus 1 égale Voilà. 1 dans un couple, oui, attention à ce que je dis aussi. Quand je dis 1 plus 1 égale 1 dans un couple, c'est pas qu'il faut être fusionnel. Hein. C'est pas c'est pas dans le sens de la fusion, c'est dans le sens de la discussion. C'est-à-dire que quand je dis 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à ce que l'un ou l'autre s'oublie dans ses valeurs et s'oublie dans ce qu'il est pour faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire que c'est un pas chacun vers l'autre. Moi, je pense ça et je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on trouve comme compromis? Le compromis pour le lit, c'était de me dire, OK, en fait, la personne qui veut que le lit soit fait, c'est moi. En contrepartie, lui, il a compris que quand ma maison était bien rangée, que je recevais des gens, ma valeur, j'avais une valeur qui était satisfaite. Et du coup, il va faire d'efforts sur d'autres trucs. C'est la recherche du compromis quand je parle du 1. C'est pas de s'oublier. Hein. Surtout, ne vous oubliez pas dans un couple. Hein. Sophie, tu avais quelque chose, me dit que tu as plus que ça à nous dire là-dessus. Moi? Oui. Pardon? Que... Non, mais nous, on dit qu'un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. À 3, on est. C'est-à-dire, en fait, une personne, une deuxième personne, et 3, la relation. Et en fait, c'est ce qu'on met en commun, en fait. Donc, ce qu'on parlait de compromis tout à l'heure. Quelles sont les valeurs communes? Voilà. Et qu'est-ce qu'on met ensemble? Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qu'on met ensemble? C'est intéressant de voir ça aussi comme ça, en 1 plus 1 égale 3. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais ma question était plus de ce type, les femmes que vous rencontrez souvent, les couples que vous rencontrez, est-ce que vous avez des exemples? Quels sont les cas pratiques de situations que vous rencontrez qui sont de l'ordre de celles que Lina exposait? Parce que globalement, ce que Lina disait, c'est qu'en fait, il y a des moments où tu essaies de bien faire les choses à ton niveau, dans la bienveillance, peut-être t'écoutes, mais que ça ne produit pas forcément les résultats en face parce que l'autre n'y met pas du sien. Donc, la question de Lina, c'était, quand on a fait ça, jusqu'où ça s'arrête, jusqu'où est-ce qu'on peut dire que, OK, là, j'ai fait ma part. Et de ce qu'on a vu en première approche, c'était que, voilà, on pouvait redescendre en profondeur en se disant que le but, ce n'est pas d'avoir raison, tort, d'éviter le rapport de force, s'adapter au comportement de l'autre, comment est-ce qu'il écoute et tout. Mais voilà, chez vous, en fait, avec les femmes que vous recevez, qu'est-ce que vous avez comme retour de cas situationnel? c'est toujours à moi? Tu poses la question? C'est souvent des reproches comme ça qu'on entend, nous. Nous, on fait en sorte, en fait, de les faire écouter chacun, s'exprimer déjà. Et ça, c'est ce que dit Claire, l'écoute, c'est fondamental, quoi. Donc, nous, on aide, on fait parler un des personnes, voilà, et après, on demande, on utilise la technique de la reformulation et on demande à la personne qu'est-ce que ça vous fait quoi d'entendre ce que vient de dire votre compagnon, votre compagne, et après, on laisse exprimer la personne, donner son point de vue, puisqu'en fait, comme elle dit, Claire, c'est chacun sa vision des choses, et il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Claire. Et du coup, nous, on leur permet, grâce à cette communication circulaire, eh bien, de prendre conscience de s'écouter déjà, et de prendre conscience que chacun a des besoins. Il y a des fois, on a les mêmes besoins, mais pas les mêmes stratégies. Et ça peut causer des soucis de conflit. Et parfois, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc là, on peut trouver des compromis. Voilà. Odile, peut-être, peut en dire plus, compléter ce que je dis, Odile. Tu m'as lu dans ma pensée. Odile? Ah, OK.
Oui, je trouve que l'idée de départ, que le point de vue, il est forcément vrai de mon point de vue et il est forcément juste de mon point de vue puisque c'est mon point de vue. Ça, c'est déjà, quand les couples ont compris ça, on a déjà fait un grand pas. C'est-à-dire qu'après, on peut passer au niveau des valeurs. Parce que quand tu dis, Claire, c'est OK pour moi, je pense que le point de vue de l'autre, on n'a pas à dire c'est OK ou c'est pas OK, c'est son point de vue, donc c'est forcément OK, c'est le sien, il est juste. Après, est-ce que ça vient nous ou est-ce que ça vient remuer l'autre au niveau de ses valeurs? Et au niveau de ses valeurs, ça peut être OK ou pas OK. Mais ce n'est pas au niveau du point de vue. Moi, j'utilise souvent des métaphores, c'est-à-dire, je dis aux gens, par exemple, je mets un sac à main sur la table et je leur demande qu'est-ce que vous voyez. Alors, ils vont me dire, bah, je vois un carré marron avec voilà, je leur fais décrire ce qu'ils voient, et puis l'autre qui est de l'autre côté, je lui fais décrire, mais il ne décrit pas la même chose. Et pourtant, ils parlent de la même réalité, mais chacun de leur point de vue. Donc ça, je ne remets pas en cause le point de vue des gens. Par contre, après, c'est comment ça peut venir toucher leurs valeurs d'une façon qui n'est pas acceptable ou qui est acceptable ou qui est possible. Mais des gens, quand ils ont accepté qu'on puisse avoir un point de vue différent alors qu'on a déjà fait un grand pas, voilà. Je ne sais pas si ça... Donc, je suis d'accord avec et que c'est forcément sans jugement parce que le point de vue, il est toujours vrai du point de vue où je parle. Ok, ok. Merci beaucoup, Odile et Sophie. Juste pour pas on s'attarde parce qu'on a un peu perdu du temps, il y a une dernière partie, on doit vraiment parler de la sophro et de la liaison sophro et communication bienveillante que je trouve très, très importante parce qu'il y a des techniques, bon, je ne vais pas m'approcher, mais Claire le dira. Mais globalement, est-ce que Sophie et Odile, surtout vous, comme vous avez déjà accès à un panel de problématiques, quels sont les points durs qu'aujourd'hui vous avez? C'est-à-dire que quand vous allez, les couples qui viennent devant vous aujourd'hui, quelles sont les difficultés qui sont d'un ordre où il y a plus de mal. Et comme ça, peut-être Claire pourra directement les cibler, en fait. Au moins, ce sera plus... De vos expériences à vous, la question c'est de vos expériences à vous. Il y a un panel de problèmes de couple de façon régulière. Quelles sont les difficultés qui ne se résolvent pas juste, par exemple, avec des changements de point de vue ou bien des prises de conscience? Voilà. Et comme ça, Claire pourra les éclairer au mieux. Moi, pour ma part, certains couples, c'est surtout la gestion de la colère. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je leur dis, soit ils sortent, voilà. C'est la gestion sur le moment, en fait. Sur le moment, ils n'arrivent pas à gérer leur colère. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à être à l'écoute et à mettre en pratique, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas, tu penses à autre chose, Odile? Après, c'est différent entre ce qui se passe quand on est là avec eux en séance ou quand il se passe quand ils sont chez eux. Même si la colère, nous, on peut aussi l'accueillir, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse comme question, c'est un petit peu la question de Lina aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un ressent une colère, pour moi, alors c'est un point de vue, mais toutes les émotions sont positives. Il n'y a pas d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions positives. Il y a des émotions qui sont difficiles à vivre, mais elles ne sont pas négatives. Et donc, du coup, je me dis, la sophrologie, voilà, en quoi ça peut permettre de s'approprier ces émotions sans les minimiser. Parce que je pense que le risque majeur, c'est de minimiser ce qui se passe pour soi et donc du coup de ne pas pouvoir en tenir compte parce qu'on l'a édulcoré, voilà, on veut passer à autre chose parce que c'est sûr que ce n'est pas très agréable de ressentir de la tristesse, de l'inquiétude ou de la peur. Mais voilà, comment à la fois se l'approprier
la ressentir vraiment, parce que je pense qu'il y a même des gens qui ne ressentent pas, qui ne savent pas ce qu'ils ressentent et qui ne ressentent même pas. Quelquefois, on est peut-être amené même à amplifier pour qu'ils ressentent. Donc voilà, en quoi la sophrologie peut aider à ça? Ok, alors je vais essayer d'y répondre. Alors en effet, pour les personnes qui viennent me voir, par exemple, pour la gestion des émotions, parce que quand on parle de colère, c'est une gestion des émotions globale. Alors souvent, en effet, ils viennent, j'arrive pas à gérer ma tristesse, en ce moment je suis triste et ça déborde, ou en effet je suis en colère et j'arrive pas à gérer ma colère. On va travailler sur la gestion des émotions. On va travailler sur la respiration, on va travailler sur l'écoute du corps. Donc comment ça se passe quand je suis dans un état de colère, donc de tristesse, voilà. Et on va travailler sur la prise de conscience. La prise de conscience de tous les phénomènes qui se passent, la prise de conscience de ce que je disais tout à l'heure, ce qui est OK pour moi ou pas OK pour moi dans une situation où je me sens en colère, ce que j'ai besoin d'exprimer, ce que j'ai pas besoin d'exprimer, quelle énergie je peux économiser aussi. On apprend à économiser son énergie, c'est-à-dire qu'on se rend compte que certaines émotions absorbent en nous une énergie qui est dite inutile, alors qu'il y a d'autres énergies qui sont utiles. Ça ne veut pas dire que la colère est inutile, c'est juste les énergies. La première chose pardon, je commence à être tard pour moi, et c'est pour ça. La première chose que je dis aux personnes, c'est que tout ce qui est désagréable n'est pas négatif. Ce que tu disais un peu tout à l'heure. Tout ce qui est désagréable n'est pas négatif. Et tout ce qui est agréable n'est pas forcément positif non plus. Souvent, ce que je prends comme exemple, c'est que, parce que alors, quand on parle en sophrologie, le négatif, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer. D'accord? Et le positif, à l'inverse, c'est tout ce qui nous permet d'avancer. Ou ce qui est bon pour notre santé. Et je prends comme exemple une femme qui va accoucher. Ça peut ne pas être agréable au niveau sensation, au niveau douleur, au niveau même du stress que ça procure. Voilà, ça peut ne pas être un moment agréable. Mais par contre, c'est positif. Pour la libération, pour l'accueil de l'enfant, ça peut être positif. Alors, pour d'autres, non, mais ça peut être positif. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, qui peut être positif. Fumer une cigarette, ça peut être très agréable pour la personne qui va fumer la cigarette, mais c'est négatif, parce que c'est mauvais pour la santé. Vous voyez un peu la différence entre positif et négatif, et agréable et désagréable. Donc ça, je trouve pas mon mot, c'est un prisme de base, non pas un prisme. C'est une base qu'on apprend en sophrologie et que je partage avec les personnes que j'accompagne dès le début. Pour qu'elles comprennent que quand on va travailler sur les émotions, tout ce qu'elles vont pouvoir ressentir en séance va leur servir. Après, moi, en séance, je ne vais pas être là pour juger, pour leur dire si c'est bien ou si c'est mal. C'est-à-dire que quand les personnes vont partager que, je ne sais pas, moi, lors d'une séance, quelqu'un va me partager que elle a vu la séparation d'avec son couple, elle a vu la tristesse qu'elle a ressentie, elle a ressenti encore une fois physiquement ce que ça lui avait fait, et que quand elle s'est projetée dans l'avenir, elle revoyait en permanence dans sa visualisation la même boucle se reproduire. Donc, et le manque de confiance qu'elle a avec, le manque d'amour, la tristesse, c'est tout le temps ça qui revenait. Et quand je lui ai demandé, OK, donc c'est ce que vous avez visualisé, et par rapport à ce que vous avez visualisé là, de quoi vous auriez besoin? Elle me dit, du coup, j'aurais besoin de moins ressentir de colère pour mon ex. Parce que là, c'était sur un couple qui se séparait. J'ai besoin d'avoir moins de colère pour lui parce que pour l'instant, dès que je l'ai au téléphone, du coup, je suis en permanence dans cette tristesse dans ma tête. Et dès qu'on s'est au téléphone pour notre fille, je l'insulte, je lui crie dessus. Ma fille est à côté, elle voit ça. Et du coup, ça tourne en boucle et on n'arrive plus à communiquer. Parce qu'un couple qui se sépare quand il y a un enfant peut avoir aussi besoin de communiquer. Et donc, on a décidé de se dire, OK, vous qui êtes venu en parlant de votre tristesse que vous ressentiez, que vous aviez envie de ne plus être triste, vous vous rendez compte qu'en fait, vous aviez de la colère. Et elle me dit, oui, mais c'est ma colère. Ah, donc, on avance. Ce n'est pas une colère qui est forcément sur lui, mais ce serait votre colère. Pourquoi votre colère? Et on avance petit à petit en faisant l'exercice de respiration. On se visualise dans le passé, on se visualise dans le présent, comment on est.
Et puis on essaie de se visualiser dans le futur comment on aimerait être. Et on essaie aussi d'observer tout ce qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on mettait en place dans le futur, dans le passé? Est-ce que c'était OK pour nous, pas OK pour nous? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui sont OK pour nous, pas OK pour nous? Qu'est-ce qu'on aimerait mettre en place pour plus? Et quel est notre cheminement? Et on fait cet exercice plusieurs fois, comme c'est une fois par semaine en plus. Elle voit, elle, la différence entre quand elle a la télé, son ex-mari au téléphone, elle voit la différence qu'elle a à lui parler. Parce qu'elle pense à OK. Ce que j'ai vu en séance de sophro, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de... C'était de ma colère, c'était pas forcément que de la tristesse. Et elle pose, elle respire, et OK. Alors, je vais écouter. Quand on travaille sur une émotion comme la colère, la sophrologie, ça permet de dire, là, je vais penser à ce que j'ai fait en sophro. Et le fait de le penser, c'est déjà un cheminement vers comment gérer ça. Je vais gérer ma colère parce qu'à un moment donné, je vais penser, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Donc là, par exemple, elle m'explique que ça fait 2 semaines que quand elle est au téléphone, il n'y a plus d'insultes. Parce qu'elle se dit à un moment donné, OK, je respire. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus en colère que triste. Et je vais écouter. Pas forcément que je suis d'accord avec ce qu'il va se dire ou faire, mais je vais prendre le temps de respirer et d'écouter. C'est des exercices de respiration, c'est de connaissance de sa respiration, de connaissance de son corps, de connaissance de tous les phénomènes qui se passent, de connaissance de ses émotions, de connaissance de rappel de comment elle fonctionnait avant, quel est mon présent et comment j'aimerais que soit mon futur. C'est des exercices, ça pourrait être des exercices De respiration euh, carrée. ouais, non, mais même d'évacuation du négatif, des trucs tout simples où on visualise ça va pas là, c'est pas OK, je sais pas moi, ça me bloque les cervicales, ça me crisse le dos, j'ai les épaules qui remontent, je suis en train d'utiliser une énergie folle à être crispée, je sais pas pourquoi. Donc là, il va falloir que j'évacue. Donc c'est des exercices qu'on pratique et à force de les pratiquer, de les répéter, ça devient un automatisme. C'est-à-dire que je vais inspirer et puis je vais imaginer que tout ce qui est pas OK, que ce soit les tensions musculaires, que ce soit ce qui est en train de me passer dans mon esprit, là, c'est pas OK pour moi. Je vais imaginer que je nettoie. Imaginer comme une machine à laver, je vais imaginer comme un aspirateur. Et à l'expiration, j'imagine que j'évacue. Ça ne veut pas dire que ça sort. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se pose 5 minutes en se disant, on prend conscience de ce que je ressens tout de suite dans mon présent. Qu'est-ce qui me fait mal physiquement? Quelles sont les pensées qui me traversent, qui me mettent en colère, qui me rendent triste? Et je vais les évacuer. OK. Après, peut-être que je peux écrire. Je leur demande souvent, ils ont un cahier et ils écrivent ce qu'ils font chez eux, quand ils font des petits exercices de respiration chez eux ou de visualisation, et d'écrire ce qu'ils ressentent. Soit de les partager avec moi ou pas. Ils ont le choix de pas les partager. Si elle a envie de les partager avec son ex-conjoint, elle peut les partager aussi. Ça, c'est selon ce qui est juste pour la personne. Mais au moins, elle sait qu'elle aura noté. Et puis, si elle n'a pas envie de noter, elle ne note pas. Si elle n'a pas envie de partager, elle ne partage pas. Mais au moins, c'est quelque part. Voilà, elle s'en resserre. Donc pour la colère, c'est ça. Vous me dites si parce que je parle dans tous les sens des fois. Je Mais voulais. voilà, pour la colère, c'est ça. C'est plein d'exercices à répéter, 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 répéter jusqu'à ce que ça s'ancre comme quelque chose de normal, du quotidien, sans qu'on se rende compte des fois. Ok. Je voulais juste profiter pour peut-être récapituler ce que moi j'ai compris et puis avant que tu ajoutes d'autres choses, c'est en gros, que ce soit la visualisation, la respiration, les sophonisations, bon, les audios que tu peux donner, tout ça, ce sont des outils, mais globalement, ça va permettre à la personne de venir déjà réinterpréter son émotion. La colère, c'est un message, oui, mais est-ce que c'est forcément... Par défaut, on a souvent l'impression que ça veut dire que l'autre est mauvais, mais non. Réinterpréter son émotion par rapport à son historique, de ce que j'ai compris. Ensuite, cette réinterprétation va nous permettre de créer un détachement. C'est-à-dire que finalement, on va se rendre compte que ben, comme on arrive à avoir une interprétation plus proche, ben, on se détache de la réaction automatique qu'on avait. Et là, on a un meilleur contrôle de soi. Un meilleur contrôle de soi, peut-être parce qu'on aura une technique d'ancrage, peu importe, mais globalement, ce que je retiens, c'est on réinterprète, on se détache et ensuite on a un contrôle de soi. Et rien que ça fait que ben, la réaction n'est pas pour cas de tour. Oui, mais même si elle est toujours là, enfin, je veux dire, la colère, on en ressentira tout le temps et pour pas grand-chose.
Moi, ce soir, j'étais encore en colère parce que j'étais tranquillement assise en train de prendre mon iced tea et qu'on m'a demandé d'aller faire des œufs alors qu'on m'avait promis que je ne ferais pas à manger ce soir, pour une fois. On m'a demandé d'aller battre les œufs, ça m'a mis en colère. Mais il n'y a plus d'explosion parce que, ok, alors lui aussi, il a marché 6 heures aujourd'hui, moi j'ai marché aussi 6 heures avec lui, bon, il a fait tout ça, ok, bon, bah, je vais faire les œufs, mais je lui dis que bah, c'est pas cool et que bah, ça me met en colère parce que j'aurais bien aimé avoir mes 5 minutes assise, tranquille, voilà. Mais ça n'empêche pas que la colère, j'ai ressenti et que j'ai dû serrer les dents. Mais le fait que j'ai serré les dents, j'ai à peu près compris à quel niveau était ma colère aussi. Parce que à force de faire la sophro, comme j'arrive à comprendre les phénomènes qui se passent dans mon corps à l'approche d'une émotion désagréable, j'arrive à peu près ajuster, soit pour pas que ça s'amplifie, soit pour la laisser s'amplifier si j'en ai envie, parce que des fois j'ai envie d'être pleinement en colère et j'ai envie de crier, mais de pouvoir partager pourquoi je crie et qu'est-ce que je ressens en ce moment-là. Ça ne veut pas dire que je vais m'oublier, ça veut dire que voilà, là je te fais part de mon mécontentement, je te fais part de ce que je ressens, je te fais part des besoins que j'ai. Voilà. Est-ce qu'Antoine et Elisa ont quelque chose à dire? Moi, personnellement, j'ai rien à ajouter. Je sais pas si Lisa... Non, moi c'est ok. Ouais. Ok. Ce qui est Merci. marrant, c'est que, enfin, moi, personnellement, je me retrouve un peu dans certains trucs. Donc voilà, c'est marrant, je trouve. Et, et c'est vrai que la communication et écouter l'autre, c'est vrai que c'est super important. Nous, on essaye de le faire. On y arrive plus ou moins bien. Bon, en règle générale, on y arrive quand même assez bien. Mais c'est vrai que, enfin, nous, par exemple, quand on s'engueule, on va aller chacun de son côté, respirer, souffler 5 minutes et se dire, ah ouais, bah, peut-être que l'autre personne avait raison. On essaye de se mettre à la place de l'autre personne. Et après, voilà, on revient, on discute et bien souvent, ça se finit par ah, ben, c'est toi qui avais raison. Et voilà quoi. Good, c'est bien ça. Moi, j'avais plutôt la question plutôt pour Odile, si c'est elle qui avait posé la question, est-ce que elle avait d'autres détails qu'elle voulait? Non, ça m'éclaire, oui, sur l'intérêt de la sophrologie. Voilà, dans l'apaisement. Voilà, oui. Mais en même temps, je me dis que si Claire, elle peut dire ouais, c'est pas si grave, je vais aller faire les œufs, etc. Ça parle aussi de la qualité de la relation avec son conjoint et que voilà, quand, on ne le fait pas toujours et quand on ne le fait pas, en général, ça parle que la relation n'est pas forcément de bonne qualité. Si elle est de moins bonne qualité, qu'on a moins de satisfaction dans la relation, on n'a pas envie d'aller faire les œufs quand on est en colère. Voilà. Mais, je voulais préciser quelque boucle. chose. Excuse-moi, tu as coupé. On est bien d'accord, on n'a pas eu le temps de le faire, mais déjà, il y a le couple. Avant d'avoir la communication bienveillante dans le couple. Donc, si, pour être en couple, il y a des conditions. Ça veut dire qu'on s'aime, j'espère. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses, mais en gros, il y a des prérequis pour le couple qu'on va supposer acquis avant même de commencer à parler de l'aspect communication bienveillante ou pas. Parce que si ces prérequis ne sont pas là, Mais c'est vrai pour toutes les relations, hein, avec vos collègues de travail, ça va Au parler de travail, c'est votre la même relation, chose. c'est exactement pareil. Donc, ce n'est pas spécifique au couple. On peut penser, parce qu'on a des attentes peut-être sur la qualité de la relation de couple qui sont supérieures. En tout cas, on va moins tolérer d'avoir une mauvaise qualité de relation avec son partenaire qu'avec ses collègues. Mais je crois que on est toujours en relation, quelle que soit la personne. Voilà. Les enjeux sont peut-être pas les mêmes, je pense. Et puis, j'avais envie de réagir avec ce que disait Antoine aussi, c'est-à-dire que
la communication, c'est pas fait que de communication verbale. Et on communique de plein de manières et il n'y a pas toujours besoin de faire des grands discours. Je trouve que on a une espèce de, comment dire, d'injonction à communiquer, à se parler beaucoup. Mais il y a des couples qui ne parlent pas et qui vont très bien. Ils parlent peu, mais ils communiquent. J'aime dire aux couples qu'on ne peut pas ne pas communiquer. On communique toujours, même si on ne dit rien. C'est une façon de communiquer. Donc, ne pas se mettre la pression à se dire qu'il faudrait qu'on passe des heures à discuter. Ça, excuse-moi de te couper là-dessus, mais c'est vrai que pour donner un exemple, j'avais une personne qui venait me voir et qui avait des difficultés alors qu'il y avait un manque de confiance en elle à la base. Et à force de travailler, elle s'est rendue compte que c'est parce que son conjoint ne lui disait jamais qu'elle était belle, ne lui disait jamais je t'aime, tout plein de petites choses comme ça. Et à force de faire, donc on faisait plein d'exercices, on a fait pas mal d'exercices de visualisation, de respiration, de méditation. Et en fait, un jour, elle me dit, mais en fait, c'est vrai, il va faire un meuble pour mon anniversaire. Ça faisait des années que je lui avais dit que le meuble de la salle de bain n'était pas OK pour moi, enfin que c'était pas fonctionnel pour elle. Et un jour, du jour au lendemain, il a acheté des planches, il lui a fait un meuble, et c'était la semaine de son anniversaire. Et je lui ai demandé ce que ça représentait pour elle, et elle m'a dit, mais en fait, il m'a dit je t'aime. Je lui ai dit peut-être, mais ils n'ont pas discuté, et ils lui montraient pas, enfin, ils lui disaient pas les choses avec des mots. Et elle s'est rendue compte que, peut-être que. Je dis, en tout cas, ne me demandez pas à moi, je ne vais pas vous dire si c'est oui ou non, je ne suis pas dans la tête de votre conjoint, mais peut-être elle en discuter avec lui. Est-ce que le meuble, c'était ça? En tout cas, si elle l'a compris comme ça, c'est qu'est-ce qu'elle en fait et comment elle va faire circuler de la reconnaissance pour ça. C'est ça. Mais des fois, les mots, voilà, des fois, il n'y a pas de mots. C'est en ça que je disais au début un peu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps. Il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que dans les sourcils, dans les yeux, le regard, l'ouverture ou pas des yeux, dans le haussement les épaules qui sont hautes ou qui sont plus basses, ou le pied, ce que je disais, le pied qui tapote. Ça, c'est des petits exemples, hein, mais chacun a ses propres. Moi, je sais que quand je suis un peu gênée, je me gratte beaucoup. Voilà. Donc, voilà, le corps parle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un couple, de pouvoir s'écrire les choses si on n'arrive pas à se les dire. On parlait des valeurs tout à l'heure. Il y a des exercices où ça peut être. En plus, c'est des exercices qui sont rigolos à faire en couple. Excusez-moi, j'ai un moustique qui est en train de m'embêter. Il y a des exercices qui pourraient être sympas en couple, mais il y a des exercices de genre marquer sur un papier quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on pense être nos valeurs communes de couple. Et puis, c'est les échanger. Et puis, observer, tiens, mais t'as mis ça, mais moi, tiens, j'aurais plutôt mis ça. Et ça permet déjà d'ouvrir pour ceux qui ont besoin de parler, par exemple, et qui trouvent que ça ne parle pas assez dans leur couple, mais de pouvoir observer, tiens, discuter sur les valeurs de chacun, ce que chacun pense être les valeurs dans le couple. On peut faire la même chose avec les valeurs personnelles aussi. C'est des petits exercices comme ça qui sont marrants à faire. Voilà. Good. En tout cas, très riche. Merci beaucoup. À Odile, il y a à Antoine et il y a Claire aussi. On avait dit 19 heures. Là, on a un peu dépassé. On essaie de faire court pour pas charger, quitte à peut-être refaire d'autres. C'est mieux sur d'autres thèmes, sur les questions plus ciblées. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question, s'il y a une dernière remarque. Voilà, on peut la prendre. Et Ina, Antoine. OK. Valentin? Non. OK. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous. Juste pour rappel, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas malheureusement aborder là verbalement parce que voilà, c'est quand même un sujet assez dense, assez diversifié en plus et au cas par cas. Donc, pour ceux qui auraient besoin de plus de détails, voilà, il y a un e-book, je crois, sur la page sur laquelle on vous a envoyé, où on essaie justement de faire un peu ce que Odile faisait là, c'est-à-dire, c'est des cas par cas. Vous faites ça, votre conjoint fait ça, et on essaie d'aborder ça thème par thème.
Et dans la vie de couple, il y a différents thèmes, que ce soit la belle famille, rien que ce thème-là, lui seul, ça peut causer beaucoup de problèmes, que ce soit la gestion de l'enfant, le mari travaille ou bien la femme ne travaille pas, que ce soit tout ce qui est activité ménagère. Bref, il y a des thématiques vraiment, et par rapport aux thématiques, on va aborder des situations précises, des scénarios, si vous voulez, et on va essayer d'apporter des solutions concrètes avec des propositions. Donc, ça rend à un niveau de détail plus avancé. Donc, voilà, pour ceux qui seraient intéressés, qu'ils n'hésitent pas à faire signe, et puis voilà, on leur envoie l'e-book, ça coûte que 37 €, et puis voilà. Sinon, on organisera d'autres lives de ce type. Par contre, le contenu deviendra plus précis à chaque fois. Ça dépendra des demandes des uns et des autres. Donc, si à la fin, là, vous avez d'autres questions, d'autres trucs qui traînent, n'hésitez pas à envoyer un email et tout. Et puis voilà. Ça permet à Claire d'être plus ciblée dans le peu de temps qu'on a, de savoir comment est-ce qu'on structure le live, quoi. Parce que c'est assez vaste. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Quelqu'un a quelque chose à dire, et puis sinon, moi, je vous dis, je dis déjà merci à Claire et puis à vous tous d'être venus, quoi. Également, je remercie Claire pour son intervention et merci beaucoup à Sophie, Odile, Antoine, Lisa et Lina d'être là. Ça fait super plaisir. Ouais. Également pour moi, merci à tous. Alors, Ouais. c'était une première pour moi, ce genre d'exercice. Donc, j'espère avoir pu répondre à vos questions. Et puis, je vous avoue, je n'étais pas très à l'aise au début parce que quand c'est une première, on ne sait pas trop où on met un peu les pieds. Mais merci à vous, en tout cas, pour les questions posées et puis pour les interactions. Je vais en profiter pour rebondir, pour dire que justement, la sophrologie fait partie d'une de ces disciplines qu'on essaie de mettre en avant parce qu'elle est tellement puissante et en plus autonome, mais très peu de personnes, beaucoup de personnes en entendent parler, mais sans avoir vraiment l'aspect potentiel de ce que c'est capable de faire. C'est ça. Et comme en plus elle est autonome, elle peut aider pas mal de monde à condition de savoir quels sont les outils, quels sont les changements que ça peut produire. Et donc, il y a une forme de, quelque part aussi, d'éducation, si on peut dire ça comme ça, à la prise en main de ces outils. Oui, c'est ce que je voulais dire à Odile aussi tout à l'heure quand elle posait la question de la sophrologie par rapport à la gestion des émotions ou quoi que ce soit. C'est que tout ce qu'on pratique en séance de sophro, moi, en fait, le but, c'est que quelqu'un qui va voir un sophrologue, il a besoin d'une dizaine de séances et qu'il puisse tout refaire chez lui par après. C'est-à-dire que toutes les techniques qui lui sont données en séance, qu'elles puissent être reproduites de façon tout à fait autonome, voire même répétitive, chez soi. Même en se rendant compte que des fois, on pratique des choses comme, par exemple, j'expliquais tout à l'heure la sophro-déplacement du négatif, ou même la sophro-présence du positif, parce qu'on fait ça aussi, c'est-à-dire que, OK, je me rappelle de quelque chose qui était super agréable pour moi, je regarde les sensations que j'ai, puis je vais le diffuser partout dans mon corps. C'est des choses qu'on va se mettre à faire de façon tellement autonome que ça va devenir naturel dans le quotidien. Et quand Aubin parlait de puissance, je trouve que c'est là la puissance. C'est-à-dire que ça devient presque une philosophie de vie de pouvoir prendre le temps d'observer, prendre le temps d'écouter et de s'écouter, apprendre ce que c'est que l'écoute active. Les personnes qui viennent me voir au cabinet se rendent compte, parce que souvent on pose la question, mais pourquoi vous ne parlez pas? Oui, parce que je vous écoute. Je vous écoute. Et ils peuvent reproduire ça aussi chez vous, parce que ça peut amener aussi à des discussions par après. Mais voilà, il y a plein de choses. Le but, c'est vraiment que les personnes en sophro soient autonomes dans leur quotidien, quel que soit le besoin qu'ils auront après. Que ce soit la gestion de ses émotions, on parlait de colère tout à l'heure, ou même sur l'image de soi, la confiance en soi, pour notamment des jeunes qui viennent nous voir parce qu'ils vont passer des examens. Mais voilà, le but premier de la sophro, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. J'ai rajouté quelques minutes, désolée. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci. Bon, je vous souhaite Merci à une vous bonne tous. soirée à vous tous. Bonne soirée. Bonsoir. Oui. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.